Quelle en est de l'Angleterre et... Non, notre combat n'est pas contre la France. Tous les impérialistes. Tous les impérialistes. Sauf que si vous prenez le groupe des impérialistes, la France est le pays qui assume le plus ce côté colonialiste. Parce que, vous savez, quand il y a eu la manifestation de George Floyd, où on a demandé un appel, on a rassemblé presque 10 000 personnes, où j'ai pris la parole et je le confirme, je le répète dans vos micros en disant le gouvernement français est un gouvernement terroriste, esclavagiste, négrier et colonialiste. Ils étaient choqués. Oh, comment il peut dire ça? Il est français. Oui, c'est parce que je suis un franco-africain, parce que j'ai le passeport français, donc je suis un citoyen français, mais avant tout, je suis un Africain, en pur. Donc j'ai le droit de dénoncer la politique du gouvernement français. Je comprends. Mais là, je vais un peu pousser, on va un peu aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup qui demandent comme ça. Nous, on parle des anciennes colonies. Nous avons des pays qui ont reçu leur indépendance dans les années 60, où on a une bande d'Africains, purs Africains, vivant en Afrique, connaissant les réalités de l'Afrique, mais qui semblent ne pas vouloir se détacher et qui, on va dire techniquement, permettent à ces oligarchistes de persévérer. Comment on tranche avec? On a au Gabon quelqu'un qui, depuis, je sais pas, plus de... 60 voilà, au Cameroun, Congo, Brazzaville, on a des gens comme ça, et en Guinée équatoriale, voilà, on va compter d'autres, qui, comme ça, qui, pour moi, ne représentent plus la France. Pour moi, représentent des purs Africains, mais qui ont décidé d'être des colons. Oui, en fait, c'est ce que nous, on appelle les endocolons. Endocolons. Parce que vous savez, le capitaliste ou le capitalisme n'a pas de couleur. Ces personnes que vous venez de citer, ce sont des capitalistes. Donc, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur. Mais ce sont des endocolons, des négriers, voilà pour la phrase, mais nous disons aussi, ce sont des commandeurs de plantation, ou les gardiens de camps de concentration, parce que nous disons que les pays d'Afrique francophone sont des camps de concentration. Ce ne sont pas des pays, ce ne sont pas des gouvernements indépendants, mais des gouvernements entendants. Ouais, donc ce sont des camps de concentration à l'échelle continentale. Et ces endocolons sont les bras armés du maître colonialiste qui, lui, vit à l'étranger maintenant, parce qu'avant, il ne vivait pas, ça dépend des pays comme l'Afrique du Sud, ça vivait, Algérie, ça vivait, mais le reste, ils avaient des commandeurs de plantation comme ça qui géraient les choses. Donc, avant de se retirer, ils ont eu le temps de former, de prendre les enfants de ceux qui les servaient, de les former, les mettre au pouvoir, et si vous regardez bien, c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces endocolons, nous savons qu'ils sont faibles. Le point faible de ces endocolons, c'est que sans le maître, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, continuer à les combattre, c'est comme si on tape dans l'eau et que le maître, il est à côté, il regarde. La réalité, c'est de s'attaquer directement au maître. Moi, l'élève ne m'intéresse pas trop. L'élève, je lui accorde que 10% de mon énergie. 90% de mon énergie, je l'accorde au maître, le sensei, parce que c'est lui. Parce que tu peux tuer un élève, demain il en mettra un autre à la place. Mais si tu coupes la tête directement du serpent, il ne peut plus pondre des œufs pour en fabriquer d'autres serpents. Voilà pourquoi nous, à la Ligue de défense noire africaine, on a focalisé notre lutte sur ça, mais surtout idéologique. Parce que, vous savez, moi je demande en France que le château de Versailles, par exemple, soit revendu aux Russes, l'Élysée aux Chinois, pour que le gouvernement français répare les crimes contre l'humanité sur le peuple africain. Ouais, nous, c'est très idéologique, et on les attaque sur un terrain idéologique qu'ils n'aiment pas du tout. Ils n'acceptent pas cela. Ben, vous parlez de terrain idéologique, et là, on parle de African Day, et puis on a eu sur un collègue, là, dans une autre chaîne, où il parle de l'éducation en Afrique. Selon vous, à quoi contribue l'éducation, le système éducatif africain dans l'indoctrinisation du culte? Parce que c'est comme dire qu'on va aller attaquer le lion, mais tous nos enfants se nourrissent de la même gazelle que le lion a tué. Et par rapport à vous et votre vision et votre mouvement, quelles sont les stratégies par rapport à ça? Bon, on ne va pas rentrer dans le détail à fond parce qu'on nous écoute. Moi, ce que je vais dire, c'est que l'éducation en Afrique, pour moi, ce n'est pas une éducation. Pour moi, c'est de l'endoctrinement idéologique. Bien sûr, ça. Ou si vous prenez les pays d'Afrique, par exemple, francophones,
il y a des diplômes préfabriqués pour les Africains. Ce sont des perroquets. Ils font tout un parcours scolaire. Ils terminent, à peine ils terminent, il est déjà au chômage. L'Afrique fabrique le plus de chômeurs diplômés au monde. Et si vous prenez l'éducation, qu'est-ce que l'éducation en Afrique enseigne aux Africains? Tout, sauf l'histoire de l'Afrique. La vraie histoire de l'Afrique. Parce qu'on nous dit, en exemple, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Prenez l'éducation scolaire en Afrique. Combien on enseigne aux enfants le berceau de l'humanité, qui a fondé l'humanité? Bon, tout s'arrête à l'Égypte. Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, forcément, ça veut dire que l'Afrique n'a pas commencé avec l'Égypte. Vous voyez? Donc c'est un exemple. Et même ça, combien de jeunes Africains connaissent que l'Égypte a été une civilisation qui a influencé l'Europe, Alexandre le Grand, toutes ces personnes-là, la Grèce antique, etc. Ils ne le savent pas. Donc aujourd'hui, le système éducatif sur le continent africain est à revoir. Mais pour revoir cela, on sait qu'on ne peut pas venir le changer directement parce que ceux qui dirigent ces pays sont des endocolons. On les envoie des manuels scolaires chaque année, des livres d'histoire où ça enseigne De Gaulle, Napoléon, patati. Nous, on était à l'école, on ne peut pas les apprendre ça. On était à l'école en Afrique, on nous apprenait à chanter des chansons de Napoléon, de Gaulle, etc. alors qu'on était en Afrique. Donc, si on veut changer ces systèmes-là, moi je dis qu'il faut commencer à ouvrir des écoles. C'est pour ça que nous, par exemple, au Togo, nous avons mis en place une école de maternelle jusqu'en primaire pour former, parce que la base, c'est ça, pour former les enfants. Ensuite, peut-être mettre en place un système, si je peux dire clandestin, ouais, dans les maisons, dans les sous-sols, où on peut enseigner aux jeunes Africains leur propre histoire, leur transmettre les valeurs, les principes qui font de ce que c'est que l'africanité. Parce qu'aujourd'hui, l'africanité ne s'arrête pas qu'à la couleur. Exactement. Vous savez, c'est pour ça que je dis que tous les Africains ne sont pas mes frères et que tous ceux qui ne sont pas africains ne sont pas mes ennemis. Ça, c'est ma devise. Ce n'est pas parce que vous êtes africain que vous êtes mon frère. La preuve, celui qui a tué Sankara, c'était un Africain. Ça veut dire que Blaise Compaoré est mon frère. Non, mon frère, c'est moi, je le choisis. Mon frère, c'est celui qui pense comme moi. C'est celui qui défend la même idéologie que moi. Vous comprenez ou pas? Donc, il faut déjà savoir distinguer les endocolons et ceux qui combattent les endocolons comme nous. Mais on parle de formation, d'éducation, et après, on va toujours retomber à la civilisation. Oui. Mais donc, votre parfait, on va parler de plan, bon, on va pas tout dire, mais quand on forme des enfants, c'est pour qu'ils puissent satisfaire les besoins d'une société. Comment peut-on, en 2021, restructurer la société africaine qui semble jusqu'alors être une société acculturée ayant perdu toutes ses notes? Est-ce qu'il faut redéfinir la société? Parce qu'on va parler, par exemple, du Kage, du joueur de football. Est-ce qu'il faut redéfinir les sociétés afin que ce système d'éducation match, comme on dit, se coordonne avec les nouveaux systèmes sociétals de l'Afrique? Moi, je dirais peut-être qu'il faut revenir à nos valeurs d'avant. À nos sources. Voilà. L'éducation n'est pas arrivée en Afrique avec les hommes roses. Parce que vous dites blancs. Moi, j'ai travaillé, je les appelle les hommes roses parce qu'ils ne sont pas blancs. Ouais, ça, c'est aussi idéologique. Continuer à accepter, à dire qu'ils sont blancs, c'est encore continuer à leur donner le symbole de pureté. Ah, ils ne sont pas blancs, c'est des roses. Alors, notre histoire, notre éducation est la meilleure. Et je peux vous donner l'exemple. Depuis un moment, on accuse les Africains d'être arriérés, de vivre dans des huttes, qu'ils n'ont pas de château comme Versailles, etc., qu'ils dorment dans la forêt, qu'ils ne s'habillent pas, qu'ils font attention à ce qu'ils consomment. Ils se sont toujours moqués de nous pour ça. Aujourd'hui, nos valeurs, ces principes, cette mode civilisationnelle. Quand vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis le prendre. Ils vont chez eux, ils disent maintenant écologie. Ah, il faut faire attention à la nature, il ne faut pas déforester, il faut respecter, il y a trop de pollution. Ah, il ne faut pas aller construire sur la plage. Alors que ce sont eux qui se moquaient des Africains pour dire que les Africains vivaient dans les forêts, dans la nature, respectaient la... Maintenant, on nous parle d'écologie. Et quand tu écoutes aujourd'hui, le monde entier, c'est comme si c'est quelque chose qui vient de l'Occident
pour encore une fois apprendre aux Africains c'est quoi l'écologie. Mais c'est la façon dont les Africains vivent depuis des millénaires. Vous voyez, c'est encore une fois pour dire comment on nous barbe, comment on nous dupe. Tout ça, ça fait partie de notre éducation. Donc, en réalité, ceux qui ont éduqué le monde occidental, ce sont les Africains. Parce que les Africains sont leurs pères. Les Africains sont leurs mères. Ces personnes sont nos enfants. Ça fait 6000 ans que la race rose existe. L'Europe était occupée par des Africains, par des Noirs. Le monde entier, en fait. Non, mais là, il comprend, parce que là, on parle... En fait, les colons, malheureusement, ne sont pas venus du monde entier, sont venus de l'Europe. Ceux qui occupent l'Amérique, ce sont des colons britanniques qui sont allés occuper l'Amérique. Donc, c'est les Européens, en fait, qui sont... Ce ne sont pas les Africains qui sont partis en Amérique latine, non, ce sont les Européens, les hybrides des Européens, qui ont génocidé en Australie, génocidé en Amérique, aux Antilles. Et le seul endroit où ils n'ont pas réussi à génocider, c'est le continent africain. Et d'ailleurs, surtout ici, dans ce pays sud-africain, il y a eu vraiment toute une stratégie pour faire une comment dire, épuration du peuple, de la race noire dans ce pays, avec tous les nazis scientifiques possibles. Mais vous voyez, nous sommes encore là. Et donc c'est ça qu'on doit enseigner aujourd'hui à nos enfants, à travers l'éducation, pour leur dire, vous savez, ce ne sont pas vous les derniers de la terre, vous n'êtes pas les derniers de la race, vous êtes les premiers, vous êtes les originaux, vous êtes les descendants, parce que ceux qui croient en Dieu, si Dieu a réellement créé l'humain, alors vous êtes les premiers que Dieu a créés. Comment se fait-il qu'on nous parle de paradis, ils dessinent des paradis avec des animaux exotiques qui se trouvent qu'en Afrique? Mais quand on voit les images, il n'y a que des hommes roses qui sont dans ce paradis. Est-ce qu'en Europe, il y a des lions, il y a des girafes, Non, ça veut dire que le paradis, en réalité, c'est l'Afrique. Voilà, c'est ça, l'éducation. Et je vais ajouter quelque chose. Et quand on parle même de cette histoire, de cette civilisation-là, Platon était en Égypte. Pythagore, c'est en Égypte qu'il a appris sa théorie de Pythagore. Voilà. Même Jésus était en Égypte. On nous a jamais dit qui enseignait. Ils sont allés apprendre en Égypte. Mais dans tout ce qu'on nous a enseigné, on nous a jamais donné le nom d'un professeur. Qui les enseignait? C'est un peu l'histoire perdue. Perdue. Donc ça veut dire qu'ils ont coupé. Ils nous disent qu'ils étaient en Égypte pour étudier. Étudier quoi? À qui? Qui les enseignait? Quand on nous donne le nom de ces professeurs, après on nous passe comme les derniers. Nous, à la fin, pour conclure, ils nous disent que nos parents vivaient de la chasse et de la cueillette. Alors qu'ils sont allés apprendre en Égypte. Qui sont ceux qui les enseignaient? Nos parents, ils ont construit les pyramides. Ils ont fait des champs. Ils ont fait des champs et ils ont récolté. Comment est-ce qu'ils calculaient le climat? Comment ils se comportaient avec le climat? Les Blancs n'étaient pas là. Mais ils sont venus après nous faire comprendre dans notre histoire, dans leur explication, que nos parents vivaient de la chasse et de la cueillette. Yeah. Avant de partir au deuxième volet, parce qu'au deuxième volet, on aimerait bien aborder le vif du sujet, pourquoi vous êtes venu, pourquoi la France est un ennemi par rapport à votre... Ennemi éternel. De côté. Sinon, nous allons nous occuper de vous. Proprement, mais surtout, on va dire salement, mais proprement. C'est-à-dire, on va tellement s'occuper de salement, mais que ça sera propre. Vous comprenez ou pas? C'est pas une propreté où on va prendre soin. Non, ça sera une propreté, mais avec du sale. Avec de la saleté, quoi. Et puis, quand on parle de l'élite, regardez ce qui s'est passé au Ghana. Qu'est-ce que Djeri a fait? Il a eu le même problème, cette élite d'échecs là en face de lui. Il les a rassemblés dans une maison, il a brûlé. Regardez le Ghana aujourd'hui, $1 égale à un CD. Ils sont bien le Ghana aujourd'hui quand on parle de... Donc il y a un mal à faire. Voilà. On doit se faire du mal quelque part. Oui, il faut se faire du mal. Même leur Bible a dit ça. Si la main gauche te dérange, coupe ça et ça t'empêche d'aller au ciel. Et surtout, moi je dis aux Africains d'appliquer cette phrase que applique... je ne vais pas trop citer, mais qui dit... Quand quelqu'un vient te tuer, lève-toi et tue-le en premier.
Ah oui. On va parler toujours de l'Afrique et comment ça se voit, parce que nous avons les élites corrompues, mais aussi les caciques, comme on dit, les âgés, qui ont toujours une main un peu, qui disent vous êtes trop violent, vous êtes trop engagé, c'est trop pragmatique, les gars, il faut nettoyer un peu votre langage. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, c'est ce que moi j'appelle le privilège, la carte privilège, le droit d'aînesse chez nous en Afrique. En Afrique, yeah. Dès qu'ils sont un peu plus âgés, ils pensent détenir la vérité. Mais moi je dis toujours que la bêtise n'a pas d'âge. Et qu'on voit qu'aujourd'hui... Même les bêtes vieillissent. Les bêtes, vieillissent. Les bandits vieillissent. Donc, les bandits vieillissent. Alors, ces personnes-là qui disent des fois, qui nous disent, ils sont un peu trop violents, un peu extrémistes. Moi, je veux leur dire, ceux qui sont violents, ceux qui sont extrémistes, c'est ceux qui possèdent des avions de chasse, qui vont en Libye tuer Kadhafi, bombarder Kadhafi, tuer des Libyens, détourner plus de 3 milliards de dollars d'avoirs libyens. Ceux qui bombardent le Mali, qui tuent des civils pendant qu'ils sont en train de fêter leur mariage. Ceux qui génocident des populations en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord. C'est eux qui sont violents. Moi, en quoi je peux être violent plus qu'un gouvernement comme le gouvernement français ou américain qui détiennent des avions, qui bombardent, qui tuent? En quoi moi je suis violent? Bien dit, bien placé. On continue, parce que là, c'est très chaud, là. J'aime bien. On parle de... Vous êtes venu pour la France, pour chasser la France de l'Afrique. Est-ce que dans le gouvernement français, les gros, comme on dit, le grand F, il n'y a pas des gens qui vous tendent la main, avec qui vous pouvez travailler, afin de faire cette passation parce qu'on a bien vu à l'Assemblée de l'Union européenne, un Belge, un député belge, qui a dénoncé l'oligarchie des grandes puissances et qui demandait à ce qu'on traite les Africains comme des humains et non comme... un Stockfeller. Donc, ma question est simple. Est-ce qu'il n'y a pas une main tendue à un mouvement de changement? C'est notre génération, l'Afrique, on voit ça bouge, mais je pense aussi qu'au niveau de la France, il y a bien une génération qui bouge. Et qu'il y a bien raison aussi, comme vous l'avez fait avec Julius, de se tendre la main et dire on ne va pas répéter la violence de la première guerre, la deuxième guerre, mais on va le faire stratégiquement avec une génération qui veut changer et qui veut respecter l'être humain en tant qu'être humain et non l'être humain comme un esclave. Alors, juste pour faire une petite précision, je comprends ce que ce député essaye de dire. Mais je vais quand même dire, nous sommes des humains. On ne va pas demander qu'on nous traite comme des humains. Exactement. Nous sommes humains à 100%. Eux sont humains à 90%. Et nous sommes les premiers sur Terre. Et 10% de leur ADN, vous savez ce que c'est? D'accord? Je ne vais pas... On va pas... Voilà. On n'est pas... Ok. Alors, aujourd'hui, nous disons, ceux qui veulent le changement, qui viennent vers nous, moi j'applique toujours leur propre doctrine. Des fois, tu sais, j'aime bien utiliser des phrases de la Bible, parce que je sais que beaucoup sont chrétiens ou beaucoup sont musulmans. Moi je dis toujours que je combats avec la main droite mes ennemis, et je garde la main gauche au cas où il veut qu'on discute. Vous comprenez? C'est-à-dire avec la main droite, je te combats, mais je garde quand même la main gauche au cas où tu veux la saisir pour qu'on arrête de se battre. Donc s'il y a des personnes au sein du gouvernement français qui veulent discuter avec nous, moi je vais vous faire une révélation. Il y en a beaucoup qui sont venus nous voir, qui nous disent, vous savez, on est d'accord avec vous. Vous avez raison, on comprend votre lutte, mais vos méthodes, on ne peut pas vous soutenir parce que vous avez raison, mais c'est votre méthode. En fait, ça c'est la réponse classique pour commencer à essayer de te corrompre. C'est-à-dire, oui, ce que tu fais, je comprends, je te soutiens, mais ta méthode, ça c'est pour déjà commencer à te dire, change de méthode et rentre dans notre camp. Est-ce que vous prenez en considération le passé de cette, on va dire, de ce groupe qui sort d'une guerre plus que traumatique? Oui. Parce qu'en parlant avec des homologues aussi, oui, on constate que la guerre n'a pas été que destructive, mais elle a aussi été traumatique. Et donc vous avez une génération qui a, on appelle ça les séquelles de cette guerre, et qui se dit, aller en guerre avec M. Béancin, ça peut être catastrophique, ça peut être même pire, apocalyptique. Oui. Et donc pour eux, c'est pas peut-être une issue pour vous endormir, mais peut-être pour vous dire, on est traumatisé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre
chemin. Mais vous savez, quand on parle de guerre, qu'on soit clair, on ne dit pas tout de suite dans guerre, c'est-à-dire on coupe des têtes. Non, la guerre, elle peut être verbale, elle peut être idéologique, elle peut être informationnelle. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de leur faire en ce moment. C'est une guerre que nous menons, que j'appelle une guerre hybride, une guerre informationnelle, une guerre idéologique et une guerre maintenant sur le reste, ça, comme au Mali, où c'est les militaires, etc. Mais ces personnes, s'ils sont traumatisés, moi je peux comprendre. Mais nous aussi, on est traumatisés. Exact, ouais. Est-ce que ça doit être une raison parce qu'ils sont traumatisés que nous, on doit les laisser tout le temps nous dire, diriger, ou qu'on doit toujours appliquer ce que eux ils veulent? Moi, ce que je dis, si vous voulez traiter avec nous, vous venez. Moi, c'est Egouti Beyanza. Tu viens, tu t'assois à ma table, je parle comme je veux. Si j'ai envie de crier, je crie. Tu n'as pas à me dire comment je dois parler. Okay. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, ils veulent que le nègre parle, tu vois, comme ça. Et là, il dit, ça veut dire qu'il est intelligent. Il dit, monsieur. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas intelligent, mais je t'emmerde. Si tu veux, je parle fort, parce que quand tu parles fort sur eux, ça les rend en panique. Ils ont peur, en fait. Moi, je le vois parce qu'on fait des actions. Je le vois que quand j'arrive et que c'est des enfants, ils sont tout le temps traumatisés. La preuve que même sans les toucher, ils m'agressent. Mais je t'agresse pas. On est des hommes. Tu as des coronesses. J'ai des coronesses. Je te parle comme un homme. Et si tu me manques de respect ou il y a un problème, on va le régler comme un homme. Mais quand tu viens, tu leur parles comme une femme. Quand il y a un problème, ils veulent que tu parles, tu le règles comme... Tu vois, ils veulent... Non. Je viens, on règle les choses comme des hommes. Parce que c'est vous, ça s'appelle la manipulation. Ils aiment manipuler, vous voyez, parce qu'ils savent que le noir aime entendre... le noir aime entendre ce que il veut qu'on lui dise ce qu'il aime entendre. Donc là, il va dire, tu sais, toi, tu n'es pas comme les autres Africains. Je t'aime bien. Tu vois, ça lui fait du bien. On a vu pendant les élections en France, Mélenchon changer de discours. Non, on veut le savoir de vous, parce que vous êtes français. Mais vous savez... Est-ce que quand vous parlez de personnes venir vers vous, c'est ce genre de personnes, ou bien encore c'est une mascarade? Oh, les bobos gauchistes ne peuvent pas venir vers moi. Moi, j'ai dénoncé Macron depuis... je lutte, je dénonce Macron. Macron est la plus grande supercherie en France sur la scène politique. Est-ce que Macron... Mélenchon. Mélenchon. Mais on viendra plus tard sur Macron-Poléon. Mélenchon est une supercherie française. C'est ce que j'appelle les bobos gauchistes sectarisés des centres-villes qui jouent les révolutionnaires, mais qui vivent dans 600 mètres de luxe et qui aboient depuis 40 ans. Il est dans la vie politique en France. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Français? Rien du tout. Mais par rapport à l'Afrique, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il était déjà dans la politique quand Thomas Sankara s'est fait tuer en 87 par Mitterrand. Parce que Mitterrand défendait l'idéologie de De Gaulle. Sankara a été tué pour préserver l'intérêt du gaullisme en Afrique. Qu'est-ce que Mélenchon il a fait? Mélenchon est là que pour aboyer, pour séduire les Africains un peu désespérés qui sont en France, qui ont obtenu leur nationalité, qui peuvent voter pour lui. Mais Mélenchon, je suis désolé, Mélenchon n'est pas un allié pour les Africains. On a vu récemment quand il a changé de discours en s'attaquant au gouvernement malien, nous sommes sortis tout de suite. On l'a remis à sa place et j'ai appelé les Africains à ne pas voter pour lui. Et il a compris que c'est l'erreur qui lui a coûté des points pour accéder au deuxième tour. Parce que ce changement de discours, vous voyez, ça prouve que ces personnes qui sont des hommes politiques, ils ne trahiront jamais leur pays. Parce que regarde, il dit on est avec les Africains, mais face au gouvernement malien qui est plus l'ambassadeur français qui manque de respect aux autorités maliennes, Mélenchon n'a pas hésité à monter au créneau contre les autorités maliennes en défendant l'État français. Vous voyez ou pas? Ça veut dire qu'ils ont prêté serment, servir la République, défendre la République. Et rien que la République. On voit une France, comme vous dites, loyale, oui, avec des citoyens français loyaux. Beaucoup d'Africains disent, sans côte, les panafricanistes en Occident peuvent faire du bruit parce qu'ils n'ont pas le même régime en Afrique que l'Afrique. Qu'est-ce que vous répondez à eux? Parce qu'ils disent c'est bien beau de venir dire la France doit partir, mais c'est eux qui subissent. Ce que je réponds en disant, en France, la majorité des Africains ont leur papier, ont même la citoyenneté française,
Et pourtant, ils ne disent pas un mot, ils ont peur de dénoncer l'impérialisme, le néocolonialisme. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on est obligé de le faire. Moi, j'aurais pu jouir de tout le bien matériel, profiter de tout. Mais je lutte pour ne pas être du côté des privilégiés, mais pour mettre fin aux privilèges. Alors si nous, parce que nous sommes en Europe et c'est pour ça que nous le faisons, alors je dis à ces personnes, je ne parle pas, parce que la majorité des Africains, ce n'est pas ce qu'ils pensent, à ces minorités de va-nu-pieds, de cafards, hein, qui sont en Afrique, qui disent cela, alors je les invite à se libérer. Pourquoi ils ne posent pas des... Sans la diaspora. Mais la France peut lâcher des bombes atomiques en Afrique. Qui va s'intéresser? C'est la diaspora qui est le bouclier du continent africain. La diaspora, c'est le visage de l'Afrique. C'est-à-dire, vous prenez la diaspora et l'Afrique, c'est deux visages d'une même pièce. L'Afrique ne peut pas se libérer si la diaspora n'est pas libérée. La diaspora ne peut pas être libérée si l'Afrique n'est pas libérée, puisque c'est deux visages d'une même pièce. Donc, on est complémentaires. Alors, si nous sommes dans la diaspora et que nous posons des actions, c'est parce que nous sommes au cœur de la bête. C'est pour vous appuyer, vous autres qui en Afrique, mais malheureusement, en Afrique, on sait que les choses ne sont pas pareilles et on ne peut pas le dire. La preuve que là, nous sommes en Afrique du Sud, ça fait 4 ans qu'on appelle à manifester devant les ambassades. Aucun n'ose le faire en Afrique du Sud. Julius ne vient pas de manifester devant l'ambassade de France. Et donc ça prouve que on peut le faire. Parlons de ça. Vous venez en Afrique du Sud, qui est un pays stratégique, avec une histoire bien individuelle. Combien de pays, pensez-vous, en Afrique vont suivre ce mouvement? Parce que, bien sûr, on a vu Malema, on sait combien de fois c'est un tigre. Mais au niveau de l'Afrique, il y a plutôt des petits chihuahuas. Mais ce que je vais vous dire, je vous dis que ce qui vient de se passer aujourd'hui, pour nous, parce que nous, ça fait un moment qu'on appelle, qu'on essaye de mettre en place ce qui se passe. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est énorme. Je n'ai même pas les mots. C'est-à-dire, je ne peux même pas remercier le frère. Ça vient d'ouvrir la porte. C'est-à-dire que ça vient d'envoyer un message avec notre présence, le fait qu'on a diffusé pour dire aux Africains francophones, ah donc, la France n'est pas si intouchable au fait que ça. Donc, c'est possible qu'on aille manifester devant les ambassades de France dans nos pays, puisque ici, l'ambassadeur est venu jusqu'à... Vous voyez, ça veut dire qu'il donne du respect. Donc, alors, si la France ne vous respecte pas, vous, en Afrique francophone, dans vos pays, c'est parce qu'ils savent que vous ne voulez pas arracher ce respect. Julius, il a dit à l'ambassadeur, descends, viens prendre le mémorandum. Viens prendre le mémorandum. Les policiers sont là pour vous protéger. Si tu ne descends pas, on ne va pas quitter ici. Hein. L'ambassadeur, il est venu. Oui, mais là, c'est ce que nous on dit. Vous avez un pays où les lois sont appliquées, et vous avez d'autres pays en Afrique où les lois sont bafouées. Mais bon, là, on a un conflit d'intérêts où, à qui bon, je ne sais pas, moi je suis du Gabon par exemple, à n'importe quelle heure, à quel moment, on vient vous choper comme ça. Ici en Afrique du Sud, il y a un suivi. Faire ce même mouvement en Afrique, il est possible, mais avec quels gens? Alors, c'est pour ça que je dis tout le temps que moi, jusqu'à présent en Afrique, ceux qui se disent opposants, parce que Julius, c'est un opposant, ce ne sont pas des opposants, c'est des podosants. Ça veut dire, dans notre langue, ça veut dire les opposants du ventre, les podosants. Ça veut dire ce que Julius vient de faire. Si vous prenez le Gabon, les soi-disant opposants au Gabon ont le pouvoir d'aller manifester devant l'ambassade de France. Pourquoi ils ne font pas sortir leurs partisans là-bas? Non, eux, les opposants africains, c'est quoi? C'est sortir leurs partisans pour aller s'attaquer à d'autres partisans. Ils sont dans une guerre partisane, ils utilisent leurs partisans pour leur propre intérêt et ils ont même peur de dénoncer la France. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent dire à leurs partisans, allons manifester devant l'ambassade de France? Si un opposant qui est député demain au Gabon se lève et dit, nous allons manifester devant l'ambassade de France, ils ne peuvent pas l'interdire parce qu'il est député. Il a l'immunité, c'est un opposant. Il a le pouvoir politique qui va avec. Donc, ça passe. Mais les activistes comme nous, on n'a pas une protection politique. On n'a pas ce statut de politique qui nous protège. Vous comprenez? Donc, ils diront non, on ne va pas autoriser parce que eux... Mais c'est aux hommes politiques de la taille de Julius, dans nos pays, de prendre la tête. Et en ce moment, je dis que, pour moi, il y a moyen, par exemple, comme au Sénégal, qu'on puisse reproduire la même chose avec le camarade Ousmane Sonko. Vous voyez, je le vois.
Je le vois de faire ce que Julius vient de faire ici en Afrique. Imaginez que pendant 1 an, 1 fois par semaine, on est tout le temps devant les ambassades de France. Je vous dis à un moment, les médias qui ferment les yeux vont commencer à se dire, mais il y a quelque chose qui se passe. Mais que font ces Africains devant les ambassades de France à chaque fois, chaque semaine? À un moment, parce que jusqu'à présent, si vous regardez bien, l'État français ne vient pas à la table des négociations. Ne vient pas dire, bon, on convoque les panafricanistes, les leaders d'opinion comme nous, on va... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pour eux, ils se sentent encore en rapport de force. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Et là, ils sont dépassés subitement, parce que l'Élysée vient de le confirmer, qu'ils ont été dépassés par les événements. Parce qu'ils sont bloqués dans les années 60. Ils sont encore dans une politique poussiéreuse. Vous voyez? Et donc ce vent qui souffle en ce moment, ce vent panafricaniste, je te dis, ça inquiète énormément l'Élysée, l'État français et les gouvernements occidentaux. Et nous allons le multiplier. Et l'Afrique du Sud vient de servir de laboratoire d'expérience pour ce qui va arriver. Encore une fois, l'Afrique du Sud qui sera peut-être encore pointée du doigt. Et c'est, voilà, parce que on subit tout ici. À chaque fois, c'est nous la bête noire. Ben non, cette fois-ci, vous l'entendez, c'est un travail d'équipe. C'est comme vous dites, un blueprint, comme on le dit en anglais. Mais continuons. Et puis, en allant vers cette direction de coalition et de mouvement qui peut inciter, et comme vous l'avez bien expliqué, comment ça se fait. Parce que beaucoup d'Africains ont peut-être l'idée de révolution, mais pas la stratégie. Est-ce que dans votre mouvement, vous avez une stratégie, une idée d'éducation et d'information? Oui. Et là, je vais aller aussi dans le rôle et responsabilité des médias africains. Oui. Parce que les médias africains, aujourd'hui... Ils ne jouent pas le rôle. Voilà, nous, on est étonnés de voir qu'il y a une petite guerre entre eux, et ils ne font jamais passer l'éducation et l'information. C'est plus des trucs locaux, vous savez domestiques. Pourquoi? Voilà, on va... Tout simplement parce que ces médias sont financés par des fonds venus des pays occidentaux, comme la France, à travers l'AFD, le Fonds pour le développement pour l'Afrique, de je ne sais pas quoi, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères et le Quai d'Orsay ont un budget de 13 milliards d'euros chaque année pour dépenser pour l'Afrique. Donc quand vous prenez la plupart des journalistes africains, ils mangent comment? C'est les ambassades de France dans les pays qui leur donnent de l'argent pour leur dire écrivez tel article, dites ceci contre tel leader politique, écrivez ceci, parce qu'il y a une misère. Leur travail n'est pas encore assez, comment dire, ne s'est pas encore professionnalisé comme vous prenez un journaliste européen qui va bien gagner sa vie parce qu'il travaille pour un média. Il n'a pas besoin forcément d'aller voir un homme politique pour prendre de l'argent pour écrire un article. L'éthique du journal. Et voilà, parce que dans nos pays, malheureusement, voilà, c'est pas encore, ils ne vivent pas assez bien. Ils survivent. Ils survivent. Donc la plupart travaillent pour ceux qui les financent. Donc quand il y a des choses comme ça, par exemple, qui s'est passé aujourd'hui, demain, moi je vais me réveiller, je vais prendre la presse ici. Combien de médias vont parler de ce qui s'est passé aujourd'hui devant l'ambassade de France? Il y aura très peu. Ils vont limite même aller mettre sur la couverture de leur truc qu'un Sud-Africain a poignardé peut-être un Afrikaner pendant le truc. Alors que c'est pas ça l'objectif. Normalement, vous voyez, on appelle ça, c'est pour ça que je surnomme ces journalistes les agents de l'oppression impérialiste. Vous comprenez? Certains journalistes sont des agents de l'oppression impérialiste. Ce sont les bras armés de l'impérialisme. Donc, il ne faut rien attendre d'eux. C'est à nous maintenant de créer des médias comme vous, des médias indépendants, de lancer une presse avec nos frères qui ont fait des études, qui ont une compétence, mais 2 fois même supérieure aux journalistes qui vivent en Occident. C'est aussi, en fait, il ne faut pas tout le temps, moi je dis, tout le temps pointer du doigt en disant « Ah, c'est leur faute ». Mais nous aussi, on a une part, on a une part de responsabilité. Et c'est ce que nous, on conseille au gouvernement malien, par exemple. On dit oui, vous avez retiré l'accréditation de RFI de France 24. Il y a un trou. Il faut le compléter.
Il y a des Maliens qui sont très cultivés, très intellectuels, qui ont fait des formations de journalisme en Occident, qui sont à même à créer. Pourquoi ne pas lancer des médias, panafricanistes capables de relayer des informations 24 heures sur 24, mais qui parlent de la réalité de ce qui se passe au Mali? Ou critiquer le RFI pour dire oui, RFI. Mais RFI fait la propagande pour l'État français parce que qui finance la presse en France? C'est l'État. Chaque année, l'État verse des milliards, distribue des milliards d'euros à la presse française. L'argent du contribuable. Vous comprenez ou pas? Donc, quand on critique, il faut compléter le trou. Et si on ne le fait pas, mais il ne faut pas s'étonner que les autres parlent à notre place et le font à notre place. Ok. Et dans votre mouvement, avez-vous une stratégie particulière en termes de communication et d'éducation par rapport aux générations futures? Parce qu'on se dit, en Afrique, c'est toujours le patron, et après le patron, il n'y a rien. Est-ce que vous avez une politique de succession? Est-ce que vous avez une politique de régénération de l'idéologie afin qu'elle puisse perpétuer? Comme vous dites, vous avez des enfants. Oui, moi ce que je dis, au sein de notre organisation, je dis et je le dis toujours que il n'y a pas de libérateur, il n'y a pas de leader. Je suis mon propre leader. Je suis leader de mon organisation. Je ne suis pas un leader des Africains. Nous sommes tous des leaders. Aucun libérateur ne viendra libérer vos pays à votre place. C'est ensemble que nous allons devenir des libérateurs. Donc moi, au sein de mon organisation, je dis aux gens, c'est très simple. Soit vous prenez le chemin que je prends, je ne vais pas vous forcer. Moi, je transmets l'idéologie. Je parle avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes viennent m'écrire. Et moi, mon objectif, c'est de dire que, par exemple, chaque année, vous prenez les Africains, la plupart des jeunes veulent devenir footballeurs ou artistes. Mon objectif, pourquoi je fais ce que je fais, c'est de dire que je veux maintenant voir des jeunes dire « Ah, je vais devenir activiste. » Ou journaliste. Ou journaliste. Ou, vous voyez, ou homme politique, pas toujours dire je vais devenir footballeur, parce qu'un footballeur ne libère pas un pays. Le sport n'a jamais libéré. Le sport, qu'est-ce que le sport apporte pour le continent africain? Que dalle. Et si ça tenait qu'à moi, j'interdis le divertissement aux Africains de 8h à 18h. Pendant ces heures-là, vous travaillez, vous charbonnez. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que moi je prépare ceux qui sont autour de moi. Vous voyez, je suis avec un des ambassadeurs de la LDNA, il parle. Là, s'il a envie de parler, il va parler. Je ne suis pas venu là en disant « Ah, c'est que moi ». Non, il a des choses à dire, il va prendre la parole. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Certes, je suis le président, je suis la personne qu'on voit le plus, parce que c'est une stratégie que nous avons mis en place, au lieu de sacrifier tout le monde. Moi, je suis le kamikaze, on va dire l'ouvreur. Voilà, j'ouvre. Exactement. Et les autres sont derrière et ils rentrent dedans. Ça ne sert à rien que nous tous, on soit visibles et qu'on... C'est pour ça qu'on a même mis en place la confrérie des frères panafricains, qui est une confrérie secrète. Ok. Voilà. Vous êtes venu en Afrique du Sud, vous avez vu la structuration du pays, vous avez vu le pouvoir politique et comment la France s'aligne et respecte la constitution de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous ressentez ce même effort dans les pays africains? Non, non du tout, pas du tout. La France ne respecte pas du tout la politique ni les lois dans les pays africains, puisque c'est elle qui fait la loi. Ces lois sont calquées sur la loi française. La politique dans ces pays est calquée sur la politique française. Je vais vous dire une chose. Pourquoi l'ambassadeur Aurélien Le Chevalier n'était pas content de me voir? Parce que je le connais très bien, ce monsieur. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Je vais vous le dire pour que les gens qui nous écoutent sachent. Aurélien Le Chevalier est l'ambassadeur de France en Afrique du Sud. Est l'ami proche, intime de Macron. Écoutez bien. Aurélien Le Chevalier fait partie des personnes qui ont créé le Conseil présidentiel pour l'Afrique sous Macron quand il a pris le pouvoir en 2017. C'est-à-dire la France-Afrique version améliorée. Vous comprenez ou pas? C'est eux qui choisissent les jeunes que l'État doit financer en Afrique, la politique, la propagande. Et quand il a mis ça en place et que ça travaille jusqu'à aujourd'hui, pour le remercier, Macron a nommé Aurélien Le Chevalier ambassadeur en Afrique du Sud dans le but, écoutez bien, d'aider les multinationales françaises à pénétrer le marché anglophone en Afrique du Sud. Le deuxième, qui est un franco-béninois, qui s'appelle Amouroussou, quelque chose comme ça, qui font partie des créateurs du Conseil présidentiel pour l'Afrique, Macron
a nommé aussi ce franco-béninois ambassadeur en Angola pour aider la France à pénétrer le marché lusophone. Ça veut dire que la stratégie de la France est toujours la même chose. On fait du réseautage, on continue d'aller prendre ce qu'il y a à prendre, mais malheureusement pour la France n'arrive pas à pénétrer le marché anglophone ici en Afrique du Sud, parce qu'elle est un peu verrouillée. Et Macron se plaint d'ailleurs auprès de son ambassadeur pour ça. Donc, Aurélien le Chevalier, je savais qu'en venant aujourd'hui, il ne peut pas faire le fou comme il le fera au Cameroun, au Togo, au Niger par exemple, où la France s'est déjà assise sur le marché économique des pays. Parlons de ça. Vous avez bien noté que au Cameroun, ça aurait été un autre comportement. Est-ce que vous êtes... Autrement. Voilà, ça aurait été autrement. Est-ce que ça représente une barrière sur votre mission? Vous êtes venu en Afrique du Sud, votre message est passé, sans émeute, sans guerre. Est-ce que vous pensez que les gouvernements, ces gouvernements africains, en dehors de l'Afrique du Sud, ne sont pas aussi un obstacle de votre transition, de votre message? Parce que je pense qu'au Cameroun, vous seriez peut-être ligoté ou bien emprisonné. Je ne pense pas ligoté ou emprisonné. Je ne pense pas à ce point-là. Moi, en tout cas, je ne pense pas que voilà, je serai ligoté. Peut-être autre chose, mais ligoté, non. Mais vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas les gouvernements. Qu'est-ce que vous attendez des gens, des gardiens de camps de concentration? Vous-même, vous le savez, que ce ne sont pas des gens qui sont... Mais vous continuez encore à espérer quelque chose d'eux. Il ne faut rien espérer de ces personnes. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui ici, vous savez pourquoi ça dérange? Ça dérange parce que ça peut inciter les Africains qui ont peur jusqu'à présent. Et ça peut faire une jurisprudence. Vous comprenez? Mais pourquoi l'ambassadeur de France en Afrique du Sud va voir Julius, récupère le truc, parle en se justifiant, et nous, qu'est-ce que vous allez dire? Puisque jusqu'à présent, personne ne l'avait fait. Il pouvait dire que oui, puisque personne ne l'avait fait jusqu'à présent, vous voyez, on peut... Mais là, ça s'est passé en Afrique du Sud. Et la France n'a pas interdit le rassemblement. Alors, ça fait une jurisprudence. Et vous, en tant que leader, vous avez vu cette façon de faire. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris quelque chose de ça? Est-ce que vous allez utiliser les mêmes moyens, la même stratégie pour porter, comme vous le dites, le parchemin à l'ambassadeur? Parce qu'en Afrique, souvent, une telle manifestation est mal comprise. Souvent, les gens parlent, ça devient de la violence. Les gens sont incités parce qu'ils ne comprennent pas le message que vous apportez derrière. C'est pas souvent un message de casser, c'est écouter ce qu'on a à vous dire. Est-ce que vous avez appris, est-ce que vous allez appliquer la même stratégie dans les différents pays africains? Mais qu'est-ce qui vous dit pas que c'est peut-être le camarade Julius qui applique notre stratégie? Qu'est-ce qui vous dit pas qu'on ne travaille pas ensemble et qu'on n'échange pas peut-être des idées ou des stratégies? Je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est pour vous dire que puisque nous, on le disait, cette stratégie qui a été appliquée aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on demande à le faire. Vous voyez? Mais on ne peut pas... Moi, j'ai été jusqu'au Mali pour aller devant... Comme ce qui s'est passé là. Je voulais le lancer au Mali, on m'a saboté. Et ce ne sont pas les gouvernements qui m'ont saboté. Ce sont certains panafricanistes, entre guillemets, qui se disaient panafricanistes, qui m'ont saboté l'événement, qui ont fait peur à ces jeunes pour leur dire, attention, il veut vous ramener à l'abattoir. Si vous allez manifester devant l'ambassade de France, c'est du suicide, parce qu'ils vont vous tirer dessus. C'est pour ça que je suis pressé ce soir d'être à l'hôtel, de faire un live et de leur faire comprendre. Alors, vos soi-disant leaders là qui vous disent allez devant l'ambassade de France, c'est suicide, ils vont vous tuer. Vous avez vu, ils ont tué quelqu'un en Afrique du Sud. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça, c'est la peur que la France distille dans le cerveau. Les gens ont peur. Les gens pensent que la France est... Et on va revenir aux pays francophones, où les pays anglophones, malheureusement, ont constaté qu'il y a un problème de décollage avec les pays francophones, où ils parlent de mentalité très différente, ou encore mentalité très lente. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes 2 francophones ici. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi les francophones ne suivent pas? Vraiment, jusqu'aujourd'hui, je cherche à savoir. Je me demande même si le vaccin qu'on nous a donné quand on était petit, on n'avait pas mis de la tuberculose là. S'ils n'ont pas mis des condiments, des trucs dedans pour nous endormir. Parce que tu ne peux pas comprendre comment est-ce qu'en Afrique centrale, tout bon vent qui peut venir du nord, de l'est, va être bloqué à l'entrée du Rwanda. Ça ne va pas arriver en Afrique centrale. Et ils vont bien faire la publicité, parler
Mais au moment de sortir, personne ne va sortir. Je vous prends un exemple de Béhanzin qui est dans la ville. Il a annoncé son arrivée ici. J'ai fait la propagande dans le côté anglophone et francophone, parce que mon pays est bilingue. Je suis camerounais. Vous êtes bilingue. J'ai fait la propagande dans les deux parties du pays. Et j'ai commencé dans le côté francophone. C'était long. Personne ne disait rien. J'ai envoyé le message dans le côté anglophone. En une journée, ils ont fait les flyers. Il fallait voir ce soir. Les drapeaux étaient bleu, blanc. C'était le drapeau de l'Amazonie. Tous les anglophones. Tous les anglophones sont sortis avec leurs drapeaux. Les pancartes, tout. Les francophones, on en comptait. Ils étaient à peine 2. Avec les drapeaux du Cameroun, le vert ou jaune. Mais l'autre côté anglophone est sorti en masse. Je ne sais pas si ce laxisme nous a été injecté pendant le départ des Français. Et ce n'est même pas le départ, comme il a dit tout à l'heure, que c'était l'indépendance. Ils ont été malhonnêtes. Ils ont fait semblant de partir, ils ne sont pas partis. Mais entre-temps, ils travaillaient le logiciel cérébral, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'Afrique centrale. Parce que ce côté-là, je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. On va dire de sortir, 2 personnes vont sortir. C'est ta mère qui va t'arrêter. Et plus il y a cette psychose-là au Cameroun, surtout dans les pays bamlékés qui parlent de maquisa. Vous savez, cette journée du 25, je les ai même dit, dans la nuit du 25 mai 1955, 6000 bamlékés ont été tués en une nuit au Cameroun. Même pour ça, je les ai demandé, sortons. Mais on va arriver sur ça. Voilà. Donc on va aller, so it's gonna be a break now, so we're gonna be back just after the break. Envoyez les commentaires et on sera, bien sûr on va vous faire passer les questions après et peut-être de la France on aura encore une conversation téléphonique. Parce que nous sommes en direct. Ouais. Ok. Voilà, on est en direct pour tous les francophones qui sont en Afrique du Sud. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous nous écrivez ou bien vous nous envoyez sur Facebook un message et puis on va voir vos critiques parce que là on pose des questions. Quand on a mis sur le réseau, ils ont dit bien non il va même pas venir, c'est des gars arrogants et tout ça quoi. Non sérieux, parce que on a fait un sondage. Même tout à l'heure je disais non, allez prenez les photos, les gens avaient peur de rapprocher. Parce que c'est ça un peu l'Afrique. Les francophones, alors que moi je voyais des anglophones, ils venaient mais ils étaient fiers de me voir, alors que les francophones, tu sais, ils te regardent. C'est ça. Ils pensent que le fait de venir te dire c'est bien ce que tu fais. Ce complexe, ça représente pour vous un danger ou pas? Parce qu'on voit bien, dans les pays francophones encore, cet ego, cette guerre d'ego, on ne sait pas d'où ça vient. Toujours le petit veut manger le gros veut manger le mince. Ça vous dit quoi en tant qu'activiste africain qui veut faire partir la France de l'Afrique? Qu'est-ce que vous laissez à l'Afrique? Des lions qui mangent des lions ou des lions qui respectent la hiérarchie? Moi déjà je dis qu'un lion ça marche avec un lion, un mouton marche avec un mouton. Si un lion marche avec un mouton, c'est qu'il n'est pas lion. Alors, si un lion marche, vous savez, il y a une meute de lions, observez bien. Le lion, entre le lion... Il n'y a pas un zèbre. Voilà, il n'y a pas de zèbre. De temps en temps, il s'attaque pour avoir le chef qui va diriger le truc. Mais dit ainsi, vous le placez très bien. Oui. Dit ainsi, ce n'est pas un système qui a été inculqué à l'Africain. Ah non. On nous a fait croire, ou on nous fait croire à l'égalité. On nous fait croire qu'un lion peut marcher avec un zèbre, parce que c'est ça. Non. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que je pense, et je vais encore vous répondre. Bon, là, je fais le philosophe, mais je dis, si un lion meurt de faim, est-ce que c'est la faute de la gazelle ou c'est la faute du lion? Nous sommes des lions. On meurt de faim et on pense que c'est la faute de la gazelle. Moi, tu me ramènes la gazelle, je dévore, je mange et je passe à autre chose. C'est pour dire qu'en tant que lion, l'Africain aujourd'hui a oublié sa nature. C'est des chats. Voilà. Et l'Africain est devenu maintenant un espèce de poule mouillé qui veut qu'on lui donne des maïs à picorer alors que de base, c'est un lion. T'es un lion. Et on le voit aussi dans le rapport entre
hommes-femmes de la nouvelle génération d'hommes africains et de femmes. Et il y a certains hommes qui pensent que la femme africaine est un peu trop dure. Non, c'est parce que toi, tu es mou. Parce que la femme africaine, c'est une lionne. Tu dois être comme un lion. Tu sais, la lionne, elle vient, elle veut essayer, mais quand le lion secoue sa crête, la lionne, tu vois, mais si tu fais, elle va te monter dessus. C'est les lois de la nature que l'Africain ne possède plus. Donc vous pensez que l'Africain doit revenir à son état primaire? Mais bien sûr. Et comment ça se fait avec votre advice, comme on dit, vos conseils? Ça se fait comment? Moi je n'aime pas donner des conseils. Parce que je dis toujours que si je te donne mes conseils, toi tes propres conseils, où tu vas les mettre? Mais je dis que je peux aider à faire évoluer. Donc il faut essayer. Revenir à ce que nous sommes peut-être permettra de voir que maintenant que tu seras connecté à toi-même, à ta propre, à la nature qui te représente, qui te fait l'Africain. Parce que tu t'es inventé, pas le fait de porter des camis venus d'Arabie Saoudite toute la journée. Non, ça, c'est pas africain. Mais moi, je suis venu en Afrique du Sud, je me suis mis le symbole Zoulou. Quand demain, je suis au Cameroun, c'est parce que c'est ça, en fait. Tu vois. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas du genre complexé, tu vois, qui veut mettre crabe. Les gens, même là, me voyaient, ils pensaient que... mais je suis comme ça. C'est-à-dire que c'est naturel pour moi. Donc, quand tu l'as, ça doit être naturel. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Africain a perdu cela. On veut ressembler aux autres en abandonnant ce que nous sommes. Nos racines. Nos racines, nos valeurs, nos traditions. Et moi, c'est ce que je défends. Revenir à nos traditions. Because on va vers la fin aussi. On va poser des questions très clés et directes. Ça marche. Ambassade de France doit dégager. Dans un contexte sans force. Qu'est-ce que vous demandez à la France? Sans rapport de force. Ce que nous demandons à la France, on ne demande pas. Bon. On exige le départ total des bases militaires françaises, la fin du franc CFA, les réparations, parce que beaucoup de mouvements ne parlent pas de ça, mais nous, à la Ligue de défense nord-africaine, ça fait partie de notre manifeste politique. Les réparations des crimes contre l'humanité que la France a commis sur les Africains et le peuple noir à travers le monde. Nous demandons la fin, nous exigeons la fin de la francophonie qui est une aberration qui permet à la France de continuer à nous coloniser linguistiquement parlant. Et nous demandons la fermeture totale des centres culturels français dans nos pays. Ces centres culturels qui servent, de l'espionnage et de continuer à propager la culture française. Puisque vous refusez les étudiants africains en France en disant que ce sont des Africains, alors vos centres culturels n'ont rien à faire dans nos pays. Parce que s'il y a des centres culturels français, c'est parce qu'on échange nos cultures. Mais puisque vous ne voulez pas de nos cultures, alors vous dégagez. Ce que nous voulons, c'est ça. C'est-à-dire, on exige le départ total. Pas d'échange culturel, pas de centre culturel. Voilà, total. Tant que la France ne changera pas sa politique, on n'a pas à discuter avec ceux qui sont responsables de nos malheurs. On ne négocie pas avec ceux qui tuent nos peuples. Parce que l'État français est un État terroriste. Terroriste. Ceci dit, voilà. On arrive à ce dilemme et on dit la France partie de l'Afrique. Quelles seront, selon vous, les nouvelles bases? Ça, on verra plus tard. Comme on dit, pour le moment, parlons déjà de faire partir, ne serait-ce que les bases militaires, comme ça commence au Mali, la fin du franc CFA, et ce que je viens de citer, et le reste, on va s'asseoir maintenant entre nous. Bon, toi, tu avais un conflit avec... Bon, maintenant, ça, vous mettez... Voilà, maintenant, okay. Mais on ne peut pas... On parlera du pont quand on arrivera sur le pont. Ok, c'est le pont, ok. On parle du jour de la journée africaine. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit en termes d'évolution? Est-ce que vous pensez qu'à juste titre célébrer la journée africaine ou il y a encore, parce qu'aujourd'hui on a vu quelque chose d'unique, ça reflète bien la journée africaine, on a vu le côté francophone, côté anglophone africain sur une seule place, mais réalistiquement, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire ou bien on est prêt ou proche?
Non, je pense que il y a encore à faire. Il y a encore à faire parce que toute l'Afrique entière doit prendre conscience de cette journée. C'est pas seulement un côté qui doit avoir ça dans son cerveau. Toute l'Afrique. Voilà le travail qu'on a encore à faire sur le chemin. Parce qu'on a comme impression, je ne suis pas sûr que cette journée, le 25, a été comme on l'a vu dans tous les pays. Et si vous regardez chez les autres, peut-être ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire comme d'habitude, ils sont dans des bars, ils sont en train de boire comme les Français les ont appris. Pendant que nous sommes ici, nous pensons au futur de l'Afrique. Même pas, avant le futur, nous pensons à ce que la France nous a fait. Nous avons Gilles-Christ Olympio, nous avons Sékou Touré, nous avons Sankara, nous avons Steve Biko, nous avons des gens. Et quand vous regardez, ce sont les leaders, voilà les gens que si les Français en partant nous avaient laissé ces leaders, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. À chaque fois qu'ils ont vu qu'un leader venir, ils s'arrangent à l'éliminer. Quand Gilles-Christ Olympio a dit non au franc CFA, et Yadema était à Saint-Cyr, il était lieutenant, on l'a formé pour aller finir avec Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, oui. Quand il a dit non au franc CFA. Voilà. Donc, on a travaillé Yadema depuis l'Élysée pour entrer sur l'idéologie de Sylvanus. La même chose avec Sékou Touré quand il a dit que je ne veux pas entendre parler du multipartisme. Parce que son seul parti était le parti africain. Il ne voulait... Pourquoi beaucoup de partis? On a un seul parti, c'est le parti de l'Afrique. Et Kwame Nkrumah sortait son argent pour financer des pays voisins. Quand un pays a des problèmes, il finance. Donc voilà ce que aujourd'hui on doit faire comprendre à nos frères africains que, comme avait dit Julius Nyerere, sans l'unité, l'Afrique n'a pas d'avenir. Question pour vous. L'Afrique, tout le monde en parle, les Maghreb. Quelle est votre opinion par rapport à la libération de l'Afrique et par rapport au Maghreb? Est-ce que vous pensez que les Maghrébiens sont une pierre très importante ou alors que les Maghrébiens sont contre? Parce qu'on voit aujourd'hui les pays comme le Maroc et d'autres devenir des ambassades. Déjà, moi je dis que la journée de l'Afrique, ça doit être tous les jours. Tous les jours, pas seulement le 25. Ça doit être tous les jours. Ensuite, sur la question de l'Afrique du Nord, parce que le Maghreb, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un continent, c'est l'Afrique du Nord. Cette partie de l'Afrique qui est occupée, qui a été occupée malheureusement. Mais je dis qu'il y a certains Maghrébins aujourd'hui avec qui nous travaillons, avec qui on peut travailler, qui ont une conscience politique, militante, et qui comprennent la lutte que nous menons. Et il y a l'autre partie du monde arabo-maghrébin qui sont un peu tournés, qui pensent qu'ils ne sont pas africains, qui n'assument pas, qui pensent que le Maghreb se trouve en Arabie Saoudite ou peut-être en Chine, autres avec qui on ne peut pas travailler. Mais ceux qui sont conscients, les personnes conscientes au Maghreb, qui assument qu'ils sont africains et qui soutiennent aussi la lutte que nous faisons dans nos pays, moi je pense qu'il faut aller avec eux. Mais je dis attention, chacun garde son identité, chacun garde sa culture, sa racine, mais on peut se mettre ensemble contre l'ennemi commun du continent africain. C'est-à-dire sans forcément que moi, j'abandonne ma racine, mes cultures, mes traditions, parce que tu es d'Afrique du Nord, tu trouves que le fait que je vais voir un marabout, c'est haram, c'est shaitan, c'est je sais pas quoi, ça fait partie de ce que je suis. Toi, aller à la Mecque ou faire, ça fait partie de ce que tu es. Je respecte. Mais on peut se mettre ensemble pour combattre ceux qui exploitent nos terres. On a vu à l'époque, l'Algérie accueillait énormément les révolutionnaires des Black Panthers, persécutés aux États-Unis. Mais ce n'est plus les mêmes personnes aujourd'hui qui dirigent, par exemple, il n'y a plus cette vision en Algérie, parce que souvent les gens disent, oui, mais il ne faut pas dire l'Algérie, il y a du racisme, parce que, oui, mais ça c'était dans les années 60. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, malheureusement, qui manque d'accès à l'histoire
d'accord, qui connaissent pas aussi leur propre histoire. Hein. Faut pas croire qu'il y a que les Noirs qui ont des problèmes identitaires. Hein. Beaucoup de personnes d'Afrique du Nord ont aussi des problèmes identitaires. Vous voyez, ils pensent qu'ils sont arabes alors qu'ils ne sont pas arabes. Ils pensent qu'ils ne sont pas africains. Ils pensent qu'ils sont... Mais voilà, ils savent pas réellement ce qu'ils sont. Zemmour. Voilà. Vous voyez, donc il y a aussi ce problématique-là parce que n'oublions pas ce que la France a fait quand même en Algérie. C'est un génocide. C'est des millions d'Algériens tués comme ils l'ont fait au Cameroun. Comme ils ont fait au Congo-Brazzaville pendant Comme la ils ont construction fait du chemin de fer. au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Donc, nous avons une histoire commune. Notre histoire, elle est commune par rapport à la France. C'est pour ça que nous disons que la France est l'ennemi éternel du continent africain. Du nord au sud, du sud à l'est, ou l'ouest à l'est. Même les gens diront, oui, la France n'a pas colonisé le Sud-Afrique. Mais la France soutenait à un moment ou autre le gouvernement d'apartheid. Même si publiquement elle joue de la diplomatie, je peux ici, ce n'est pas le truc, mais vous démontrer que la France soutenait, beaucoup de gouvernements occidentaux ont soutenu l'apartheid. Qui soutient le Biafra au Nigeria. Le Biafra au Nigeria. Qui a déclenché la guerre du Biafra au Nigeria? C'est la France. C'est la France. Donc l'histoire est là et l'histoire se répète parce que nous les Africains, nous ne faisons pas notre travail de mémoire. Or que la mémoire est très importante. Très important. So, on va fermer l'expérience d'aujourd'hui, opinion, mot de fin. Mais avant ça, je vais vous taquiner. Est-ce que vous soutenez Gay, le footballeur sénégalais? Pourquoi me taquiner? Je sais pourquoi il dit ça. Mais écoutez, moi c'est tout simple. Je répète encore une fois, je condamne l'acharnement contre ce monsieur que je ne connais pas. Je ne peux pas dire c'est un frère, parce que comme je dis, ce n'est pas pour lui. Moi je dis que tous les Africains ne sont pas mes frères. Je condamne l'acharnement. Et je dis, c'est son droit de choisir ou pas ses opinions. Mais je dis seulement, et ce que j'ai dit, que je trouve dommage qu'il ne le fasse pas aussi pour d'autres opinions, pour d'autres raisons qui touchent l'Afrique. Pas seulement, j'ai envie de voir les Africains se rebeller, pas seulement quand ça touche leurs convictions religieuses. C'est ce que j'ai dit. Il y en a, ils ne l'ont pas compris, mais c'est pas grave. Moi, j'assume toujours. Ouais, ça veut dire que je soutiens, je condamne l'acharnement contre lui. Il est libre de choisir ses opinions. L'homosexualité ne fait pas partie de notre culture et ce n'est pas venu avec la religion. C'est pas la religion qui interdit. Avant même la religion, dans la culture africaine, cela n'existait pas. Mais chacun est libre. Tant qu'on ne nous l'impose pas. Moi, je dis en France, qu'ils imposent l'homosexualité à leur population, c'est leur problème. Mais qu'ils aillent imposer au Sénégal, au Gabon, là, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? Parce que la France a légalisé l'homosexualité. C'est leur pays. S'ils veulent même coucher avec des animaux, ils le font déjà, c'est leur problème. S'ils veulent coucher avec leurs propres enfants, ils le font déjà, c'est leur problème. Tant qu'ils ne nous imposent pas leur culture néfaste, machiavélique, mortifère, qui détruit aujourd'hui la planète. Parce qu'à travers cela, on sait qu'il y a tout un plan sur l'eugénisme, d'accord, qu'ils veulent instauré sur le continent africain. Donc je dis, voilà, moi j'invite ce frère surtout, ce frère maintenant, parce que je parle en tant que frère sur la lutte. S'il rejoint notre lutte que nous faisons pour l'Afrique, alors j'invite ce frère à s'exprimer. Parce que s'il ne s'exprime pas, d'autres personnes malheureusement vont s'exprimer à sa place et vont le faire passer pour tout et n'importe quoi. Je pense qu'il doit prendre le courage d'honorer l'Afrique, d'honorer les Africains et s'exprimer et dire ce qu'il pense. Ok, voilà. Donc, ça c'était... Merci pour ça, c'était une clarification. Donc, on va clôturer avec l'événement du jour. Oui. Mot de fin, impression. Gigantesque. Ouais. Énorme, énormissime. Et je dis toujours que la révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. C'est que le début. Ça ne veut pas dire que nous avons gagné. Non, le combat, ça va être très difficile. Mais il faut que les Africains se disent qu'il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Donc aujourd'hui, c'est le début de ce qui va se passer maintenant. Parce que jusqu'à présent, on va dans les salles de conférence, on fait les intellectuels. Mais là, on a compris que maintenant, il
faut aller devant les ambassades de France. Et je dis le mot de la fin. Nous invitons la jeunesse africaine, les leaders des mouvements, lancer des mobilisations devant les ambassades de France. Faites sortir la jeunesse. Et nous serons là pour soutenir, sans problème. Et vous l'avez écouté direct depuis Impulse Radio, M. Béancin, hier. Merci beaucoup de votre temps. Et très fort, message très dur, très fort. Mais comme je le dis, vous l'écoutez d'Impulse Radio. C'est comme ça que nous on fait les choses. C'est direct. Et vous avez aussi un mot de fin avant de partir. Puisque nous on reste ici. Sûr, on a du travail à faire. On a beaucoup de travail. Les Africains du travail à faire. Donc, vraiment, je suis content, je suis ravi de ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que depuis 8 heures du matin, nous sommes sortis de Midrand pour Pretoria. Nous sommes allés au parc Magnolia, je crois. Et du parc Magnolia, nous avons fait une distance de 600 km à pied. Avec 600 mètres à pied avec Malema lui-même. Vraiment, c'était impressionnant. Et ce que je veux dire au peuple, au continent, c'est que c'est une première. Et je crois que c'est le souffle que nous venons de donner au reste du continent. N'ayez plus peur de sortir devant les ambassades. L'ambassadeur de France en Afrique du Sud est descendu d'un building de plus de 6 mètres pour venir prendre le mémorandum qu'il avait Malema. Et il a fait un discours jusqu'à dire qu'il est depuis son partenaire avec l'Afrique. Ce qui nous a fait rire parce que je ne vois pas de partenariat. Je vois que l'aberration, l'escroquerie, le vol, les tueries, parce qu'ils ne vivent que de l'assassinat et du vol, comme avait dit Karl Marx. Donc, vraiment, ce qui s'est passé aujourd'hui, les Africains doivent considérer ça, ils doivent prendre ça comme un élan pour que plus jamais la France continue de faire ce que la France est en train de faire en Afrique. Et je veux finir en demandant, ça je veux le dire en anglais, en demandant au camarade Julius Malema. This is what you asked to Mr. Julius. Yeah, I want to say it in English. Yeah, please, Comrade Julius, I don't know how you're gonna do it, but I think it's time to open branches in different countries. But he can do that with your help. You are I'm ready for that. We can change the name, but the ideology must be the same, so that from what you are doing here, they can copy. Because there's a fear somewhere in the rest of Africa. So if they have the same movement in that area, they will learn from what is happening in South Africa with your support. Let's look into it. Let's think about it and try to do something. Because we cannot move from here and in the middle, there's nothing happening. It won't work. So we need to educate them, and the only way to do that is to open branches. Education, information. Thank you very much. We're going to close the show today. It was a hectic and a very truthful show, and you heard it only on Impulse Radio, the channel who brought you and bring you basically the best of the best and the truth about how African people think and what is the plan. So, like I say, you can contact us on info@Impulse Radio. This is The Breakfast Show. Are you French-speaking, living in South Africa, desiring francophone content and explicit music? Well, we are definitely not leaving you behind. Relish and unwind as Impulse Radio Africa caters for your needs wherever you are in Mzansi through our thoroughly compiled shows and music just for you. When it comes to francophone, we got your back. Impulse Radio Africa, in tune with Africa. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé. Impulse Radio Africa, in tune with Africa.